projeter l'écran, mais je pense que ça va aller très vite parce qu'on sera très pratique. Au Sénégal, il y a d'abord ce qu'on appelle le régime de l'immatriculation. Donc ça, c'est le principe. Il faut immatriculer. Ça veut dire qu'il faut aller vers le titre foncier. Mais malheureusement, 95% des terres de ce pays constituent ce qu'on a appelé le domaine national. Le domaine national est intervenu avec la loi de 1964, plus précisément la loi 64-46 du 17 juin 1946. Après les indépendances, donc l'État du Sénégal, pour éviter une déconstruction ou bien beaucoup de problèmes sociaux qui pouvaient survenir avec la gestion coutumière des terres, a décidé de mettre en place une loi pour créer ce qu'on a appelé le domaine national. Qu'est-ce que c'est que le domaine national? Le domaine national est constitué par l'ensemble de toutes les terres qui n'ont pas été immatriculées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas constitués par un titre foncier, ou bien encore toutes les terres qui ne sont pas dans le domaine public, ou bien encore toutes les terres qui ne sont pas en cours d'immatriculation. Quand vous avez une terre qui est sur le domaine national et vous entamez une procédure d'immatriculation, on ne peut plus dire que cette terre est sur le domaine national. Donc voilà ce qu'on appelle le domaine national. Donc ce qui constitue 95% des terres que nous connaissons au Sénégal. À côté de ce domaine national, il y a ce qu'on appelle un domaine public et un domaine privé. Je pense qu'aujourd'hui, le domaine public ne nous intéresse pas beaucoup parce que le domaine public, sa gestion est confiée à l'État et que sur le domaine public, on ne peut ni acheter ni vendre. Donc c'est un domaine qui appartient à tous. Il ne peut pas faire également l'objet d'une appropriation personnelle et privée. Donc je pense que dans mon exposé, j'ai été de parler du domaine public. Donc il nous reste le domaine national et le domaine privé. C'est quoi, par opposition au domaine national, le domaine privé? Le domaine privé, c'est d'abord l'ensemble des terres qui sont immatriculées au nom de particuliers ou bien au nom de collectivités publiques, soit au nom de l'État ou bien au nom des collectivités territoriales. Mais dans le domaine également, nous en tant que techniciens, il n'y a pas seulement que la terre, il y a également les biens mobiliers et meubles. Quand par exemple il y a une voiture que l'État achète, ça fait partie de son domaine. Donc il y a également les bâtiments qui appartiennent à l'État, mais également ça aussi, ça fait partie de son domaine. Mais nous connaissons le plus, et ce qui nous intéresse le plus, c'est la terre, c'est son domaine immobilier. Il y a également le sous-sol qui fait partie du domaine, d'un domaine privé de l'État, par exemple. Pour parler de la gestion également des domaines, il faut voir d'abord, pouvoir identifier quels sont les acteurs. Quels sont les acteurs aujourd'hui dans la gestion des domaines, que ce soit domaine national, domaine privé de l'État. Il y a d'abord les collectivités territoriales. Donc, il y a la loi de 2013 qui a institué l'acte 3 de la décentralisation, qui est venu un peu abroger les lois sur le transfert de compétences, sur le transfert de la décentralisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, en tant que technicien, à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé de décret d'application. Ce qui fait qu'il n'y a que les décrets qui étaient là depuis 1996 ou après 1996 qui sont applicables dans leur esprit. Donc, et ça, il est important aujourd'hui de le rappeler pour qu'on puisse savoir comment se gèrent les domaines de l'État, notamment le domaine national et le domaine privé de l'État. Concernant le domaine national, aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a eu beaucoup de confusion, mais dans la gestion qui est entre les collectivités territoriales, les services techniques, c'est-à-dire les domaines, l'urbanisme et le cadastre, mais également il y a sous la supervision ou bien sous l'approbation de l'autorité administrative, qu'il soit le préfet, le sous-préfet ou bien le gouverneur. Que ce soit aussi bien dans la gestion du domaine
national que du domaine privé de l'État. Donc, on a identifié également les acteurs, la collectivité territoriale, les services techniques, le service des domaines, le cadastre et l'urbanisme. Et aujourd'hui, depuis 2021-22, avec l'obligation d'un visa de localisation avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Je pense également que ça c'est très important. Pour certains projets, il faut aujourd'hui, pour pouvoir accéder à la terre, un visa de localisation. Donc ça, c'est surtout, ça a été institué pour sécuriser la terre et éviter qu'il y ait des problèmes entre population et porteurs de projets de développement. Donc comment est géré par exemple le domaine national? Dans le domaine national qui constitue, je le répète, 95% il y a d'abord un acteur important et prépondérant, c'est la commune ou bien la collectivité territoriale. La commune ou la collectivité territoriale procède le plus souvent dans la gestion par délibération. Donc lorsqu'il y a le conseil municipal qui délibère, mais il y a aussi, ça fait partie aussi des actes qui sont soumis obligatoirement à l'approbation de l'autorité administrative, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Donc vous voyez, ce n'est pas une gestion unilatérale. Il n'y a pas une gestion unilatérale. Aujourd'hui, moi en tant que receveur des domaines, je ne peux pas, de mon plein gré, me réveiller et mener des actions individuelles sur le domaine national. Ce n'est pas possible, je pense. Donc il faut une synergie d'action sur les domaines. Il y a les services techniques, mais aujourd'hui, le maire, par le canal du conseil municipal, porte également les ambitions et les envies des populations pour pouvoir ensemble faire un travail sur le domaine national. Alors, ce qui nous intéresse le plus, ce qui intéresse le plus les populations, c'est l'accès à la terre. 95% des terres, comment les populations feront pour accéder à cette terre-là, à ces 95%. C'est ça également où réside le véritable problème dans la gestion des domaines. Comment ça se fait? Moi, je pense qu'il faut toujours un facteur déclenchant qui peut venir de la délibération du conseil municipal approuvé par l'autorité administrative. Dans ce cas-là également, il faudrait qu'on aille vers une régularisation qui n'est pas encore obligatoire, qui est facultative. Mais il y a, si je ne m'abuse, l'article 363, quelque chose comme ça, du code des obligations civiles et commerciales, qui stipule que vous ne pouvez pas mettre en garantie un bien, un immeuble qui n'est pas immatriculé. Donc voilà l'intérêt d'aller vers la régularisation. C'est-à-dire la régularisation, vous allez vers la recherche d'un bail ou bien vous allez vers la recherche d'un titre foncier qui vous permettra également de mettre votre bien dans le commerce juridique. Aujourd'hui, vous avez votre parcelle de terre, vous voulez construire, vous ne voulez pas mettre votre argent propre, vous voulez mettre un financement et vous payez par tempérament, mais pas le faire, ou bien vous ne pouvez pas le faire à un taux qui serait intéressant pour vous, parce que vous n'avez pas un état de droit réel, vous n'avez pas un droit réel, vous n'avez pas véritablement un droit qui est constaté ou bien qui est constaté dans le livre foncier, par l'octroi d'un état de droit réel qui constate votre véritable droit. Sur cette question-là également, il y a la question des lotissements, de comment on va gérer les attributions. Depuis la loi de 2013, je l'ai dit, il y a une grande confusion. Les maires, sans vouloir rentrer dans les plans de M. Fati, mais je pense que dans la région de Kolda et de Sédhiou, qui fait une exception sur les 14 régions de ce pays, il y a une gestion solitaire des communes de la gestion du foncier, ou en tout cas du foncier relativement au domaine national. Pourquoi? Parce que dans notre entendement de tous les jours, on s'entend dire que le maire m'a octroyé telle parcelle ou telle parcelle. Or, voilà deux distinctions qu'il faut faire dans la gestion
du domaine national. Il y a d'abord les assiettes qui sont loties pour être attribuées à usage d'habitation ou commercial mixte. Il peut y avoir 30 hectares. Le conseil municipal délibère sur 30 hectares pour faire un lotissement des parcelles à usage d'habitation ou des parcelles à usage mixte, c'est-à-dire d'habitation et commerce. Ou bien encore, vous faites 30 hectares que vous donnez à M. Massamba Diakhaté ou bien à la société Somiva pour faire un projet de développement. C'est deux situations qui requièrent une délibération, mais après, qui seront différentes dans la gestion. Quand vous donnez 30 hectares à un individu, ou bien à une personne morale ou physique, et cette délibération a été approuvée, il est différent de quand vous mettez 30 hectares au profit d'un particulier pour un morcellement et qui demande des autorisations. Parce que quand il y a un lotissement qui est autorisé, il devient de facto un lotissement administratif. Et quand il est administratif, il est géré par des agents de l'administration. Parce qu'il faut une autorisation de lotir dans ce cas-là. Et l'autorisation de lotir constitue de fait une déclaration, un acte d'utilité publique. Du moment qu'il y a une autorisation, ça devient un acte d'utilité publique. Et grâce à cet acte d'utilité publique, on peut aller, suivant le code de la loi sur le domaine national, aller à une immatriculation sans formalité. Il faut aller vers une humanité parce qu'on a déjà un acte d'utilité publique. On a démontré l'acte d'utilité, l'intérêt général qui réside dans le fait de d'octroyer 30 hectares qu'on a morcelé et que l'urbanisme a eu à traiter et pour autoriser son morcellement. Et dans ce cas-là, pour vous montrer que la gestion elle est toujours collégiale, il y a d'abord ce qu'on a appelé des comités ou bien des commissions de recensement. Parce qu'ici, on se connaît tous, on sait qu'en général, sur les assiettes qui sont loties ou qui sont à lotir, il y a déjà une première occupation. Il y a déjà des personnes qui résident et qui habitent dans ces zones-là. Mais ces personnes-là et ces même si elles sont détentrices d'aucun droit, mais il faut les protéger. Parce que c'est l'option de continuer d'être un notaire social. Et dans la régulation, il faut continuer de maintenir cette sociabilité-là. C'est pour cela qu'on va instaurer une commission de recensement d'abord, qui est composée par la mairie, les agents des domaines, les agents du cadastre, les agents de l'urbanisme, qui constituent une commission transparente et claire pour travailler sur le terrain nuit et jour, pour identifier d'abord les personnes qui sont sur place, mais également pour enquêter sur les éventuels possesseurs, sur les éventuels détenteurs de parcelles, ou bien de terrains, ou bien de champs qui ont été utilisés ou incorporés dans l'assiette loti ou à loti. Donc après ce travail qui avait été fait, ou bien qui va être fait, ou bien qui est fait, on va dresser des listes qui seront peaufinées et ensuite remis au maire pour convoquer une commission d'attribution qui sera également présidée par le maire, mais dont le receveur sera un secrétaire général et qui est composé également des gens de l'urbanisme et des gens du cadastre, des agents, excusez-moi, du cadastre, mais également des représentants de l'autorité administrative éventuellement. Mais si ce travail-là également a été fait et terminé, où on a d'abord, en premier lieu, les personnes qui occupent déjà le site, en tout cas c'est comme ça que le suggère le décret 96 1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi sur les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national. Je précise encore que la loi de 2013 portant acte 3 de la décentralisation n'a pas encore généré des décrets d'application. Donc ce qui fait que nous, je peux bien me tromper, monsieur le préfet, mais ce qui fait que nous, on continue encore, sous le regard des anciens dispositifs, continuer de faire bouger les choses jusqu'à ce qu'on trouve des décrets d'application. Maintenant, ce qui fait que quand on est dans cette situation-là, nous, ce qu'on va faire, c'est d'invoquer ces décrets-là.
Et quand on est avec ce décret, il y a qu'après la commission d'attribution qui se réunit, qui statue sur les demandeurs. Parce qu'en réalité, le maire, ça aussi, ça ne va pas plaire au maire. Mais le maire, il ne fait que recevoir les demandes et l'instruction se fait au niveau chez le receveur de domaine. Et maintenant, quand on a fini également d'établir les listes, et les listes également vont être soumises à l'approbation de l'autorité administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule autorité qui travaille, qui gère seul le domaine. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Dans le cas, dans la conception actuelle de la législation au Sénégal, il n'y a pas une seule autorité qui gère. Maintenant, si nous, on a fini le travail de recensement, d'attribution, de dressage des listes, on remet toutes les listes à l'autorité administrative, le sous-préfet ou bien le préfet, pour une approbation. Donc lui, il approuve parce qu'il est convaincu de la régularité de l'acte et des actions qui ont été menées pour générer cet acte. Et dans ce cas-là, on formule les attributions. Et quand on a formulé les attributions également, moi je pense dans l'esprit du législateur, chaque fois, dans la gestion du domaine national en tout cas, il y a eu des équipes municipales qui changent. Il y a beaucoup de problèmes sur le foncier. Donc il y a une équipe qui entre, qui se dit que ni ligne de fond, ou bien ni Diagne sur le souffle, on reprend. Mais pendant 5 ans, M. Monan Fatih ne peut pas remettre, ou bien permettre qu'on remette des terres à des gens qui commencent à mettre de leur argent. Et au bout de 5 ans, il y a un autre, Gabriel Sen qui arrive, qui dit que non, monsieur le maire Fatih, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, il faut que je reprenne. Et il crée un contentieux qui est considérable. Voilà fondamentalement notre problème. Parce que la gestion, ou bien les attributions se font au niveau des mairies, et dans les mairies, il n'y a pas souvent le respect de la continuité de service. Or, chez le receveur de domaine, moi, que je sois content ou pas, mais chaque fois qu'il y a une liste approuvée, quand je parle, je laisse la liste approuvée. Et mon prédécesseur, qu'il avait laissé, moi, je le laisse à mon remplaçant. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce problème. Maintenant, il y a, dans cette gestion-là, l'envie d'avoir un gain politique par rapport à la gestion de la terre. Et ça, je pense que c'est un autre débat que le maire pourra engager prochainement. Mais pour ma part, en tout cas, voilà les grands axes de la gestion du domaine national. Maintenant, sur le domaine privé de l'État, qui est à peu près moins problématique. Sur la gestion du domaine privé de l'État, elle est confiée au receveur des domaines qui est le régisseur des biens de l'État, meubles, immobiliers. Mais également, on a un conservateur de la propriété foncière qui est garant de la propriété et qui assure la sécurité des biens privés en ce qui concerne les immeubles immatriculés. Donc, ceux qui sont détenteurs d'un titre foncier, ou bien en tout cas ceux qui sont détenteurs d'un droit réel. Dans un premier temps, c'est le conservateur, et ça, c'est du fait de l'inscription au livre foncier, qui vous garantit, en tout cas, qui vous assure une sécurité de votre bien pendant des années et des années, même si vous ne construisez pas, parce qu'il y a également dans le domaine national une clause qui dit que au bout de 2 ans, en principe, on peut vous désaffecter votre parcelle. Mais ça également, il y a des conditions de désaffectation. Moi, j'ai été récemment à Konda, vous ne pouvez pas sur 5 personnes désaffecter une personne et laisser les 4 autres qui sont exactement dans les mêmes conditions. Donc ça, à mon avis, ce n'est pas juste essayer très personnalisé. Si vous voulez être efficace, il faut appliquer le règlement sans faire attention aux personnes, mais également, quand vous décidez d'appliquer le règlement pour une seule personne, vous appliquez également le même règlement à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là. Voilà en gros ce que je peux dire sur la gestion du domaine privé de l'État, dont le receveur est également le régisseur. Donc sur les titres privés de l'État. Et encore, il faut échouer encore une fois qu'on peut,
quitter le domaine national, c'est-à-dire un État où il n'y a aucun titre, où il n'y a aucun droit constaté, et on peut engager une procédure pour aller vers la constatation de titre et la constatation du bien qui peut aller effectivement dans le commerce juridique. Cela procède d'une longue procédure qui est coûteuse également, mais également qui est très très facile. Et il faudrait un suivi parce qu'il y a un engorgement de toutes les demandes à Dakar, ce qui fait que tout le Sénégal, toutes les demandes sur tout le Sénégal atterrit à Dakar. C'est pour cela, par moment, on peut initier de faire une immatriculation de masse, immatriculer beaucoup de terres qui sont sur le domaine national, parce que la loi le dit, mais qui parle des terrains situés dans le terroir. Et les terrains situés dans le terroir, pour y toucher, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Maintenant, il arrive également qu'on parle du domaine communal. Le domaine communal également, moi, dans les textes, on n'a pas identifié ce qu'on a appelé un domaine communal. Mais, dans la réalité, il s'agit des terres du domaine national que le maire utilise, ou bien des terres du domaine privé de l'État qui ont été affectées à la commune. Je donne un exemple. À la mairie de Kolda, ils ont été bénéficiaires d'une affectation pour faire une gare routière. Après, ils ont déménagé la gare routière. Mais à la suite de l'affectation, la mairie a cru que c'était son terrain. Alors que le terrain a été désaffecté de fait. Donc quand vous abandonnez un bien qui vous a été affecté par l'État, il retourne dans la poche de l'État. Donc c'est très simple, mais malheureusement du fait de beaucoup d'ignorance et beaucoup de pratiques, parce qu'on se dit qu'on nous a affecté cette gare routière, elle est définitive. Or l'affectation n'est jamais définitive. Même par rapport à l'État pour ses services déconcentrés, pour vous affecter aujourd'hui un immeuble et le lendemain l'affecter à un autre service pour le reprendre pour le compte. C'est ce qui est possible. Je donne l'exemple de l'ancienne le palais de justice de Dakar, où il y a un moment qui a déménagé de l'autre côté pour venir à la corniche, mais après, quand ils ont fini de faire le nouveau palais, il y a eu l'ancien palais a été affecté à la direction générale des douanes. Ça, c'est un bâtiment de l'État et l'État l'affecte à n'importe lequel de ses services. Mais pourtant, le ministère de la Justice ne l'a pas transformé en logement ou en annexe. Non, on a remis ça au ministre des Finances, qui l'a affecté au ministre, qui l'a affecté à un demandement de son ministère. Donc voilà, grosso modo, comment on peut définir la gestion des domaines dans ce pays. Ce n'est pas une gestion individualisée et individuelle, c'est une gestion collective où il y a tous les démembrements de l'administration qui participent dans sa gestion, mais également il y a les collectivités territoriales par le biais du maire et de son conseil municipal qui également participent à la gestion des domaines. Maintenant, pour une plus grande clairvoyance, dans cette gestion-là également, il faut que la concertation et les échanges se poursuivent, également que les acteurs se fassent confiance. Parce qu'il y a également à chaque fois, pour chaque action, il y a le représentant de l'État qui est là, qui veille au grain et qui garant de la sécurité et de la régularité des procédures. Je pense que c'est ce que je voulais dire aujourd'hui devant l'assistance et vraiment présenter toutes mes excuses pour le défaut de projection de mon PowerPoint. Je vous remercie, monsieur le maire, monsieur le préfet. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre attention. Merci.